Bienvenue sur alphon.com, nous sommes dans le chapitre concept et nous allons introduire dans ce module ce qu'on appelle les namespaces ou les espaces de nom et également les groupes de contrôle. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pas essentiel à l'utilisation de LXC, c'est pas essentiel non plus à la compréhension totale de LXC, mais c'est deux éléments, deux fonctions sur lesquelles LXC se base et il est très intéressant du coup de comprendre un peu comment ça fonctionne et de voir ces deux fonctionnalités du noyau Linux. Alors du coup, on va voir ensemble ce qu'on appelle les espaces de nom, on va introduire les espaces de nom, on va également à travers ou au travers d'un exercice ensemble créer un espace de nom de type réseau, c'est plus simple à créer que des espaces de nom de type nom d'hôte par exemple, ce genre de choses. Donc on va faire un petit TP ensemble et on terminera avec une introduction au groupe de contrôle, ce qu'on appelle également les C-groupes. Alors comme je disais, pourquoi introduire des espaces de nom? Parce que LXC ou Docker par exemple sont donc des outils qui permettent d'isoler très simplement plusieurs petits systèmes d'environnement ou également applications, et ce sur une machine physique. Ces environnements exécutent des applications web par exemple, des bases de données, du DHCP, tel type d'application. Ça peut être également des bureaux à distance, pourquoi pas, on est capable avec LXC de faire du bureau à distance. Ces environnements et applications n'interfèrent aucunement ni avec le système installé, ni entre eux. On dit donc qu'ils sont isolés. Alors pour ce faire, LXC utilise des fonctions du noyau Linux afin d'isoler ces environnements. Parmi ces fonctions, on trouve les Linux namespaces ou les espaces de nom. Alors contrairement au chroot qui permet lui également de réaliser une isolation au niveau système de fichiers, les utilisateurs, les cartes réseau, les processus, les noms d'hôtes, les noms de domaine ne sont pas isolés du système parent avec chroot. On peut essayer de les isoler, mais les namespaces sont faits spécifiquement pour isoler différentes fonctionnalités comme les utilisateurs, les cartes réseau, les processus et ainsi de suite. Alors parmi les espaces de nom, on va trouver l'espace de nom process namespace qui isole les processus. Ce qui veut dire que dans un conteneur, on va trouver une liste de processus isolée et différente des processus des différents conteneurs également, mais également les processus de l'hôte. C'est-à-dire que dans le conteneur, on aura un processus numéro 1, un PID 1, qui représente en général init par exemple. Sur l'autre, on aura également, si on utilise init, un processus de PID numéro 1 qui est totalement différent de celui qui va être utilisé donc avec le conteneur. On va également trouver ce qu'on appelle les network namespaces qui isolent tout le stack réseau, c'est-à-dire les interfaces réseau. Donc le conteneur dispose de ses propres interfaces réseau. On va, comme je disais, au travers d'un atelier, voir ce que ça donne. On va trouver également ce qu'on appelle les mount namespace, donc qui va permettre d'isoler les systèmes de fichiers. Donc également, le conteneur, de nouveau, va disposer de son propre système de fichiers, indépendant de l'hôte. On va trouver UTS-name, qui représente tout simplement les noms d'hôtes et les noms de domaine. Donc ça permet au conteneur de disposer de ses propres noms d'hôtes et de son propre nom de domaine. On va également trouver IPC, qui permet les processus intercommunication donc dans le conteneur et non à l'extérieur, du coup, puisqu'ils sont isolés. Et on trouve également ce qu'on appelle user namespace qui permet donc au conteneur de disposer de ses propres utilisateurs, c'est-à-dire que le root dans le conteneur qui possède également l'ID et le JID 0 n'est pas le même root utilisé sur l'autre et dans les différents conteneurs. Alors les namespaces, c'est pas une fonction de sécurité, ça offre pas de sécurité en particulier. On peut très bien, via le user namespace, via un certain nombre de fonctions, sortir du conteneur, c'est-à-dire le root peut réussir à sortir du conteneur, se retrouver sur l'autre, et à ce moment-là, il est root également sur l'autre. Donc c'est pas une fonction de sécurité, ce sont des fonctions, des fonctionnalités d'isolation. Donc on va aller voir ensemble ce que ça donne au niveau de la création d'un espace de nom de type réseau dans lequel on va mettre à l'intérieur des cartes réseau, on va sortir une carte réseau de l'espace de nom et on va connecter les deux espaces de nom ensemble pour qu'ils puissent travailler. Alors comment ça va fonctionner tout ça? On va créer un répertoire qui s'appelle NetNS.
Dans ce répertoire, on va ajouter ce qu'on appelle un espace de nom. Pour ce faire, on va utiliser la commande IP. La commande IP qui fait plein de petites choses et de choses vraiment sympas. Donc on ajoute un espace de nom avec IPNet NS, pardon, comme namespace, j'ajoute mon espace de nom. Ok, on peut les lister, on voit dans le répertoire netLS le nom de mon espace, donc de mon espace de nom, dans lequel on va rentrer, donc on va exécuter un bash, et ce avec la commande IP. Donc on exécute dans notre espace de nom de type mon espace un shell, et dedans on va pouvoir rentrer et commencer à travailler. Donc je vous propose d'aller directement sur le serveur pour aller voir ce que ça donne. Au besoin, vous aurez toutes les commandes donc dans la présentation que vous pouvez voir à l'écran. Alors bienvenue sur mon serveur. Donc je vais juste faire un IP link comme ça pour vous montrer. Donc la commande IP link permet de voir les liens. Donc on voit une carte Hello, la loopback, la carte TH0 et la carte TH1. Si je fais un IP ADDR comme ceci, ADDR list, je vois également ici une adresse IP sur TH0. Le TH1 n'a pas d'adresse IP, le TH0 a une adresse IP. Ok, donc dans un premier temps, on va se créer un répertoire. Donc un petit -p, au besoin, c'est pas nécessaire, mais c'est l'habitude. Et je crée un répertoire qui s'appelle netns, pas varrun, non, varrun netns, comme ceci. Voilà, j'ai créé mon répertoire. Et dans ce répertoire, je vais faire un petit nettoyage d'écran. Donc voilà le répertoire. Ok. Dans ce répertoire, je vais donc, au travers de la commande IP netns, ajouter un espace de nom. Mon espace de nom, je l'appelle comme je veux. Je vais l'appeler netspace par exemple, comme ceci. Ou pourquoi pas le nom d'un conteneur. Alors je vais mettre, je crée un conteneur que j'appelle conteneur. On va donc maintenant ajouter tout simplement l'espace de nom. Donc IP netns add, et là j'ajoute mon espace de nom. Et donc je lui attribue un nom. Je peux attribuer n'importe quoi. Je peux l'appeler CT par exemple. CT pour mon conteneur namespace par exemple, en supposant que je mets mon namespace dans un conteneur ou network, allez, comme ceci. Je vais l'appeler, oh là là, j'arrive à network, allez, comme ça c'est pas important le nom, voilà. Et donc, pour le lister, ben, je vais juste faire un IP netns list, comme ceci, et là je vois mon espace de nom, je vois également mon espace de nom, où ça, dans var run, comme ceci, netns, et je vois mon espace à l'intérieur. Voilà mon espace de nom, on le voit, il est présent ici. Alors maintenant, je vais rentrer dans mon espace de nom. Pour rentrer dans mon espace de nom, j'utilise toujours la commande IPNet parce qu'on travaille sur l'espace de nom de type réseau. Alors la commande IP, elle est vraiment très sympa. Donc je mets mon espace de nom. Le espace de nom, il s'appelle donc CT. Coup de tabulation, ça ne marche pas, donc on va lui mettre CT network, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter dans mon espace de nom un shell pour rentrer à l'intérieur. Voilà, et là je suis à l'intérieur. Alors je fais un petit if config, et là j'ai rien du tout. Je fais un IP link pour voir, j'ai en revanche un loopback. Le loopback effectivement, mais son état est down. C'est pour ça qu'avec if config je ne l'ai pas. Donc je vais sortir de mon espace de nom. Avec la commande exit, je sors dedans, je fais un IP link, comme ceci, et là je suis dans l'espace de nom. Quel espace de nom? En fait, l'espace de nom de PID 1. Donc je vois ma carte TH0, ma carte TH1 et mon hello. Donc je vais re-rentrer dans mon espace de nom parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, hop, exec, comme ceci, voilà, ipnetns exec, mon espace de nom, je lance un shell. Donc à l'intérieur de cet espace de nom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une interface. En fait, je vais créer deux interfaces. On va créer une interface de type pair, donc c'est-à-dire une interface de type VETH, Virtual Ethernet, qu'on va associer avec une carte qui s'appellera ETH0. Alors, je vais donc l'ajouter, je fais un IP link add, alors hop, comme ceci, VETH, je vais l'appeler 00 par exemple, ou VETH0 plutôt, comme ceci. Son type, il est de type VETH, pire, et il est lié avec une carte qui s'appelle ETH0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais lier la carte ETH0 avec VETH. En fait, c'est comme si je branchais un câble Ethernet dessus. Okay, ou comme c'est pas physique, mais c'est une interface virtuelle, c'est là aussi également virtuelle parce qu'elle se trouve à l'intérieur de mon espace de nom.
Donc, pas sur mon hôte, on va considérer, mais dans mon conteneur, en supposant que j'ai créé un conteneur qui s'appelle CT Network, on crée tout simplement un sorte de pipe, un tube à l'intérieur. Je valide tout ça, et maintenant je fais tout simplement un IP link. Si j'y arrive, IP link, voilà, je fais un petit list, et là je vois quoi? Ma carte ETH0, ma carte VETH0. Ok, alors ce que je vais faire, l'idée c'est, dans cet espace de nom, c'est d'attribuer une adresse IP à ETH0, de monter ma carte, donc j'attribue une adresse IP adresse add, je lui mets une adresse IP, .10 comme ceci, en 24 bits sur le dev ETH0. Voilà. Alors je vais faire un petit nettoyage d'écran. Ok, donc j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Hop, je vais refaire mon liste. Voilà. Donc j'ai ajouté ma carte. Il me dit qu'il existe déjà. Je fais un IP add show par exemple, ou liste, hein, ça fonctionne également. Et là je vois effectivement mon ETH0 ici avec son adresse IP. Ok, je vais monter ma carte, parce que si je regarde, pour l'instant, son état est down, mais il ne restera pas très longtemps down. Ici, on va le monter, on va l'avoir en up. Alors je fais un IP link, set, ma carte, ETH0, et je le monte, comme ceci. Voilà. Je refais mon IP link, list, et là, je vois ici, up. Donc contrairement à au-dessus, il n'est pas... Alors ici, on ne fait pas attention au down, hein, c'est pas important pour l'instant. Ce sont des cartes virtuelles, hein, tout simplement. Il est up. Ok. Alors, ce que je souhaite faire, je vais mettre une petite pause, et je me crée un nouveau slide. Je prends ici, hop, mon stylet. Donc l'idée, c'est, j'ai un espace de nom ici, qui s'appelle donc CT quelque chose. Hop, ok. Dedans, j'ai ETH0. Et j'ai encore VETH0. L'idée, c'est sur mon hôte, ici. Donc VETH0, je vais la mettre là, par exemple, pour l'instant, elle est ici. Ici, j'ai ETH0, bien sûr, d'accord, avec une adresse IP. Okay. L'idée, c'est de prendre ma carte VETH0, celle-ci, et de l'amener ici dans mon hôte. Donc là, on a l'hôte, ok, hop, comme ceci, et là, on a notre conteneur. Ok, pour l'instant, il n'y a rien dedans, il n'y a que du réseau. Donc je vais prendre cette carte-là et je vais l'insérer ici. Une fois inséré cette carte-là, donc cette carte-là, c'est une carte virtuelle, je ne peux pas l'adresser, je ne peux pas mettre d'adresse IP dessus, donc je vais créer ce qu'on appelle un bridge. Alors, tout ce qui est bridge et ce genre de choses, tout ce qui est VETH, bridge, il y a une vidéo, un module qui est spécifiquement consacré à tout ce qui est modèle réseau pour les conteneurs, et je rentre en détail sur tout ce qui est VETH et BR0, c'est-à-dire les bridges. Donc je vais créer un bridge et je vais faire la relation entre les deux, ici. Et ce bridge, je vais lui mettre une adresse IP. Du coup, à partir de ce bridge-là, sur mon hôte, je pourrais pinguer ma machine qui se trouve là. Ok, on voit ce que c'est. Je vais donc sortir, alors je fais un petit nettoyage, hop, voilà. Je vais donc sortir ma carte. Et pour sortir ma carte, je vais faire un IP link set VETH0, donc ma carte VETH0, je vais la changer de namespace et je vais la mettre dans le namespace numéro 1, c'est-à-dire mon hôte. Hop, il ne se trouve pas 00, effectivement, elle s'appelle VETH0. Je fais un IP link, comme ceci, je vois ma carte ETH0, en revanche, la carte VETH0 n'est plus présente. Je l'ai sortie d'une namespace, donc on va aller voir où elle se trouve. Elle est, donc si je fais un IP link, ici, elle est où? Elle est dans mon namespace numéro 1, c'est-à-dire sur mon hôte directement, et plus on va considérer dans mon conteneur. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, pourquoi pas, faire un petit ping. Alors, on va essayer de la pinguer, par exemple. Ping 0.10. Forcément, ça ne répond pas. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune adresse IP correspondant. Si je fais un ifconfig, déjà ma carte VETH, elle n'est pas montée, donc il va falloir que je la monte. Autrement, ça risque pas de fonctionner. Un bridge. Ok, donc j'ajoute un bridge. Je fais un brctl show pour voir ce que j'ai rien du tout. Ok, je fais un brctl add br, comme ça, j'ajoute un bridge que je vais appeler br0, comme ceci. br0, je vais faire un add if, comme ceci. Voilà. Et je l'associe donc à ma carte VTH0. Je fais mon petit show dessus. Ok, et là je vois ma carte associée, mon bridge associé à VETH. Alors VETH, bien sûr, je vais les monter tout ça.
Alors je vais faire un IP link 7 VETH0 up, je vais monter ma carte. Donc cette fois elle est montée, je fais un if config dessus et je la vois ici. D'accord. Je vais également configurer ma carte BR0. Donc pour configurer, je vais faire un IP adresse add BR0. Non, je me trompe. Hop, 10.0, un peu comme ça. Voilà, 10.0.0.1 par exemple, le dev BR0, comme ceci. Voilà. Je fais mon if config dessus. Mon bridge n'est toujours pas monté. Hop, je monte mon bridge IP link 7 BR0 et je le up. Voilà, je fais mon petit if config dessus. Et là, je vois mon BR0 qui est ici. Ok, donc maintenant je fais mon petit ping 10.0.0.10. Ah. J'ai pas fait attention. Si je fais un IP ADDR show comme ceci, je regarde mon BR0, le 10.0.1, je l'ai mis en 32 bits ici. Alors je risque pas de fonctionner avec mon masque en 24 bits de l'autre côté. Donc je vais faire un IP link 7 BR0 comme ceci. Je vais la descendre, je la mets en down. Hop. Un petit show, j'ai toujours la même adresse, mais on en donne dessus, d'accord, alors qu'on était en up tout à l'heure ici. Je vais faire un IP adresse add 10.0. Alors je commence bien 10.0.0.1 slash 24 cette fois-ci, dev br0 comme ceci. Je vais faire un petit up dessus, donc un IP link ici 7 BR0 up comme ceci. Je fais un petit nettoyage d'écran, hop, voilà, je fais un IP link. Je vois ici mon IP link, il est en up, up. La VETH0, elle est quoi? En up et elle est bien bridgée, donc si je fais toujours mon BTRL show, ça marche. Je fais mon petit if config comme ceci, j'ai mon VETH0 avec son masque. C'est marrant qu'ils me le remettent en 32 bits. Et si je refais mon ping, donc 10.0.0.10, là, il n'y a pas de problème, il répond sans souci. Donc c'est juste parce que j'avais pas mis le... Alors je vais mettre ADDR show comme ça, ou list, c'est pareil, LI, ou LI, on y arrive. Et donc on voit ici... ah voilà, c'est parce que je ne l'ai pas supprimé celle-ci. Ok. Donc je fais un IP add... IP, pardon, del, ou IP adresse, on y arrive, adresse del, je supprime du dev ETH0, comme ceci, pas ETH0, du dev BR0, je supprime celle-ci, je refais un petit nettoyage histoire de faire tout ça propre, voilà, là je repasse en masque normal, en 24 bits, donc il n'y a pas de souci. Donc c'était juste parce que j'avais oublié de mettre ça correctement. On va faire un petit show comme ceci, pas BRCTL, histoire de sortir de là. Hein, on y arrive. IP add show comme ceci, et on voit bien la bonne adresse. Ok. Donc c'était juste pour ceci, pour cela, pardon, que j'arrivais pas à pinguer ma machine. Nous venons de voir ensemble la création d'un espace réseau isolé. Donc on a bien isolé ici le CT, d'accord, c'est-à-dire l'espace réseau qui s'appelle CT Network, ainsi de suite, hein, avec une carte ETH0 qu'on a liée à une carte VETH0 qui est elle-même liée au BR0 à qui on a mis une IP, et à partir de cette IP, je peux me connecter de l'autre côté, sans problème. Donc de l'autre, je peux très bien, après, ajouter des services ici et continuer à fonctionner, mais pour ajouter des services, il faut ajouter les autres namespaces. Pas forcément les noms de domaine, mais peut-être pas non plus les users, pourquoi pas, mais par contre le mot namespace et les process et ainsi de suite. Alors passons maintenant à ce qu'on appelle les groupes de contrôle. On va faire une petite introduction des groupes de contrôle et on va découvrir ensemble ce que sont les groupes de contrôle. Alors on a une fonctionnalité Linux qui s'appelle les cgroupes, ou control group également, ou groupe de contrôle en français, qui a pour but de quoi? De contrôler les ressources. C'est-à-dire il est capable d'allouer des ressources limitées, des ressources, ou ajouter des ressources à un conteneur, ou pas forcément un conteneur, mais à des PID, à des tâches en particulier. Il est capable d'interdire l'accès, par exemple, à des devices. Il est capable de donner la priorité à certains processus, des priorités au niveau des CPU, par exemple, des priorités au niveau des disques, pourquoi pas.
mais également la priorité au niveau du réseau. Il est capable également de figer, par exemple, un processus, c'est-à-dire de le mettre en pause pour pouvoir le résumer ou le réactiver juste après. Alors on peut également, avec les contrôles groupes, surveiller et mesurer les quantités de ressources consommées. Alors surveiller, c'est déjà intéressant, mais mesurer, c'est encore plus intéressant lorsque, par exemple, on fait du cloud et qu'on doit facturer des quantités de ressources. Donc ça nous permet, via ces contrôles groupes, de quantifier facilement et du coup de facturer facilement les ressources consommées par les utilisateurs. Alors un exemple de ce que ça peut donner. Ok, alors mince, je vais pas faire comme ça, je vais faire celui-ci, le cilet. J'ai un groupe numéro 1 qui s'appelle étudiant, j'ai un groupe numéro 2 qui s'appelle prof, et j'ai un groupe numéro 3 qui s'appelle système. Voilà, j'ai donc 3 groupes. 3 C-groupes. Alors si j'ai un conteneur, par exemple ici, que j'appelle par exemple CT, et ben j'aurai un groupe qui s'appelle CT. Ok, et à ce groupe, comme aux autres groupes, c'est-à-dire étudiants, prof et système, je vais pouvoir contrôler les ressources. Qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux dire par exemple, pour la RAM, ici, on va donner 20% de mémoire aux étudiants. On va attribuer 50% aux profs et 30% au système. De la même façon, sur les disques, on va prendre les étudiants, on peut leur attribuer 20% de disques dessus. Alors, c'est pas espace disque, hein, c'est d'accès sur les disques, c'est-à-dire un partage comme on peut avoir pour le CPU. Ici, 50% pour les profs et 30% pour le système. On peut également trouver, alors je vais finir avec les shares, je vais revenir là-dessus, pour les étudiants, au niveau du CPU, on peut partager le CPU. Dire par exemple, lui, il a droit à 640. Les profs ont droit à 1024 de shares. Donc, plus de priorité dessus. Et le système a droit par exemple 512, encore moins de priorité que les étudiants et a fortiori les profs. On va trouver également des applications. Par exemple, ici, j'ai HTTP qui passe par quoi? Par le réseau. NFS qui passe par quoi? Par le réseau également. On va pouvoir attribuer, par exemple, ici, pour NFS, on va lui dire, toi, tu as le droit d'utiliser 20% de la totalité de l'espace réseau, de la bande passante, par exemple. Toi, le HTTP, tu as le droit d'utiliser 50%. Ok, il va nous rester 30% pour faire autre chose. Et dans ces 50%, on peut encore après dire bah, les étudiants, ils ont droit à 20% d'espace réseau de type HTTP. Les profs, ils ont droit à 50% d'espace réseau de type HTTP. Par contre, pour NFS, aussi bien les étudiants que les profs et le système, ils ont l'espace réseau dessus de type NFS, mais ils ont tous les mêmes parts. Donc il y a 100% ici qui sont divisés en 3, on va dire, pour faire simple. Alors les groupes ou les C-groupes sont organisés en ce qu'on appelle des sous-systèmes, ou également modules, mais on utilise principalement le terme de sous-système. Alors ce sous-système, c'est simplement un contrôleur de ressources. Alors on en trouve plein des contrôleurs de ressources. On va regarder, je vais vous les montrer très rapidement. Alors on va trouver par exemple le bloc entrée-sortie, bloc input-output, qui surveille et qui contrôle l'accès des tâches aux entrées-sorties sur les périphériques de type bloc. D'accord? Donc il surveille, mais il contrôle. Il contrôle, c'est-à-dire qu'il va tout simplement l'accès, comme on l'a vu ici, partager ici sur les disques, les accès sur les disques. D'accord? C'est pas partager l'espace disque, hein, c'est partager les accès sur les disques. Donc je reprends mon type stylet, j'aime bien mettre des petits trucs rouges un peu partout. On va trouver également un sous-système qui s'appelle CPU. Lui, il est divisé en encore plein de sous-systèmes différents. D'accord? Et donc dans CPU, ça planifie l'accès de la CPU. Donc CPU account, par exemple, ou accounting, ça permet de récupérer, de mesurer, d'avoir des rapports sur le CPU, sur les CPU utilisés. On va trouver également le CPU share, ben là ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où on est capable de poser des parts relatives de temps CPU disponibles pour les tâches pouvant être un conteneur par exemple, ou un groupe quelconque, ou tout simplement une tâche. D'accord? Donc on est capable de partager. Par exemple, on aurait sur un serveur classique HTTP, voilà, on a de l'HTTP, on a par exemple du SCSI, allez, comme ça, du SCSI, et on souhaite que les données qui passent
et plus de temps CPU que pour le HTTP. Donc on est capable, avec le CPU share, et on va voir juste un peu plus tard dans une autre vidéo qui concerne la gestion des ressources des conteneurs, comment on peut gérer les shares. Vous allez voir que c'est relativement simple à gérer. Après, il y a tellement de sous-systèmes que ça devient un peu long. Mais par contre, c'est extraordinaire la granularité à laquelle on peut contrôler nos ressources. On peut également, et ça c'est pas désintéressant, comme le reste c'est pas désintéressant non plus, avec le sous-système CPU7, assigner des CPU à des tâches. Alors je vais faire un petit dessin ici, comme ça. Alors là j'ai 4 CPU, ok, alors, ou un CPU avec 4 corps. On est capable par exemple de donner pour essai ici, de lui attribuer 2 corps, ou même 3 corps on va dire. Allez, 3 corps, il a besoin de beaucoup de CPU, c'est du logiciel iSCSI. Alors que HTTP, on a juste un serveur web, mais c'est pas le cœur du métier du conteneur ou du système, on va lui attribuer simplement un cœur. Ça, on est capable de le faire. Mais on peut lui attribuer 2 cœurs aussi. D'accord? Dont un cœur déjà utilisé. Également un device qui va autoriser ou refuser l'accès à des périphériques. On peut dire par exemple HTTP n'a pas le droit d'accéder, je sais pas moi, à la console par exemple. Donc ça permet un peu plus de sécurité pour le coup. On va également trouver Freezer. Alors Freezer, ça suspend, ça réactive des tâches. Donc on est capable à un moment donné, via le système Freezer, de dire tiens, toi tu te mets en pause. Hop, on a fait une opération, donc on avait une chose importante à faire, une opération très importante, on le réactive. On a également Memory. Memory, ça utilise donc la mémoire. C'est l'utilisation de la mémoire. On est capable de dire toi, tu as droit par exemple 500 MB. Voilà, alors que toi, tu as droit à 1 giga de RAM, ce genre de choses. Et donc, ce qui fonctionne avec des tâches, ici, qui ont bien sûr, en fait, tout simplement des PID, ce qui fonctionne avec des tâches fonctionne avec des CT, des conteneurs, parce qu'ils ont également un PID. Sauf qu'en général, on travaille par des noms et pas par PID, même si on peut travailler par PID pour les HTTP, ainsi de suite. Mais on va plutôt travailler par les noms. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Je vais sur ma machine. Ici, je devais taper la commande PSFAUX. Et ici, je vois quelque part. Je vais peut-être le remonter, je ne le vois pas. Un upstart. Voilà, un conteneur ici, vers l'imnet service, avec son init, ici. Donc, il a un numéro de processus 1207, un processus net service. Et dedans, il y a l'init, avec les consoles dedans. Il y a même un DHCP pour mon net service. Ok. Donc j'ai bien un conteneur, ici, je fais un petit nettoyage, voilà, un conteneur qui est en cours d'exécution. Donc si je fais un petit ls, alors je vais juste faire ça, plutôt je vais faire un mount, grep, cgroup. Pourquoi Voilà, c'est beaucoup mieux, peut-être comme ça, je suis bien sur le node numéro 2, je suis sur le node numéro 2. Pourquoi? Parce que les cgroup, c'est tout simplement, si je fais un DF, est-ce que je les ai? Voilà, les cgroup ici, on va considérer ça un peu comme le proc ou ce genre de choses, ou pourquoi pas comme l'UDEV. Ce sont des systèmes de fichiers en fait. C'est monté via un système de fichiers et on y accède via le système de fichiers. Donc normalement, si je fais un sys fs group, ou cgroup plutôt, je devrais pouvoir accéder à mes tâches. Je vois donc le cmanager, dont je vais vous parler juste dans la prochaine vidéo. Ok, le système D ici, avec ici Alexis par exemple. Alexis, le net service qui est présent ici, on le voit. Voilà, alors je vais faire un petit nettoyage. Voilà, je vais mettre net service comme ceci. Et donc, en fonction des distributions que j'utilise oui ou non système D. Alors, si j'utilise du système D, pardon, j'y arrive, la gestion des cgroup est particulièrement différente de ce qu'on aurait pu trouver avec ce qu'on appelait et ce qu'on utilisait avant la lib cgroup, avec des commandes de type cgconfig, ainsi de suite, où on pouvait configurer avec les fichiers de conf, cgconfig, qui nous permettaient de travailler sur les cgroup et même de travailler, on avait la liste des cgroup directement ici. Alors que là, on n'a plus la liste des cgroup. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on va trouver la liste des cgroup pour Alexis Service directement dans le conteneur. Ça, c'est le rôle de CG Manager dont je vais parler juste après. Ok. Alors, je vais juste faire du coup un attache. Je vais rentrer dans net service. Ok. Donc, dedans, je fais un petit ls dans sys fs cgroup. Voilà, j'y arrive. Là, je vois. On va faire un petit ls-l. C'est plus sympa, comme ceci. Voilà. Et là, on voit quoi? On voit mes cgroup. Alors CG Manager, on ne fait pas attention.
bloc IO, CPU, CPU compte, CPU set, device, freezer, ainsi de suite, memory et ainsi de suite. Donc là, par exemple, si je fais un petit cat sur proc info, proc CPU info, alors on va regarder ce que ça donne, proc CPU info, et ici on voit que j'ai un processeur et 2 processeurs pour ma machine. Ok. Donc je refais mon petit ls, comme ceci, et je vais faire un petit cd, comme cela, et je vais rentrer dans CPU 7. Donc on voit ici, LXC, Net Service. Donc on voit le sous-système, CPU 7, avec dedans la tâche. D'accord? Donc on a des sous-systèmes qui sont associés à des tâches. Ok? Donc je rentre dedans, je fais un petit ll comme ça, il ne connaît pas la commande, je fais un petit ls-l, et là je vois que j'ai plein de petites choses. Alors là je suis dans quoi? Oui, CPU 7, voilà. Alors par exemple, on va lui attribuer un seul CPU. Ok. Alors je fais un echo, comme ceci. 0. Donc je lui pine un CPU et le 0. Sur quoi? Sur CPU 7. Alors CPU 7, CPU, comme ceci, avec un S. Ok, je refais mon petit cat proc CPU info. Oui, je le fais correctement. Alors je vous remontrerai ça rapidement. Voilà, j'ai plus qu'un seul pros. Donc j'ai bien utilisé les cgroups, j'ai limité le nombre de cœurs pour ce conteneur. Donc comme je disais, on va le revoir ça et on va voir comment on les gère avec LXI réellement. Ok, donc voilà ce qu'on a couvert donc, dans cette vidéo, ce qu'on appelle les espaces de nom, les namespaces. Donc on a créé un espace de type, un espace de nom réseau, de type réseau. On a vu comment ça fonctionnait. Donc on a compris comment en fait le principe d'isolation vraiment, on voit bien que l'espace réseau qui a été créé, qui s'appelait je sais plus comment, CT underscore network, il avait bien sa propre carte réseau, ses propres cartes réseau. On pouvait même supprimer, c'est-à-dire déplacer de différents namespaces ou d'espaces de nom les périphériques. Et on a fini donc avec une introduction au groupe de contrôle. On a déjà fait une petite modification sur les groupes de contrôle. On a vu ce que ça donnait, déjà juste au travers les conteneurs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est plus conceptuel que vraiment pratique, mais ça nous permet de mieux comprendre, de mieux gérer. Après, dans une vidéo, comme je disais, sur les groupes de contrôle, on aura l'occasion de gérer les ressources sur les groupes de contrôle de type LXI. Je vous dis donc à très bientôt sur alphon.com.